Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver ce matin pour un webinaire sur le démarchage téléphonique. Ces derniers mois sont riches en réglementations qui arrivent notamment pour vous, agents généraux. Et du coup, ce matin, on voulait faire un petit focus sur une règle qui est apparue depuis le 1er avril et qui concerne le démarchage téléphonique. Donc, pour commencer, donc, je serai accompagnée aujourd'hui de Jérôme Speroni, qui est donc juriste conformité assurance et mandat et qui a travaillé activement sur ce sujet pour vous donner toutes les clés, tout ce que vous devez savoir sur cette nouvelle réglementation et comment bien la prendre en main. Et puis, en fin d'intervention, je vous donnerai quelques solutions qui sont à votre disposition dans le cadre de votre adhésion à GA. Jérôme, c'est à toi. Concernant l'obligation? Alors on y va, bonjour à toutes et tous. Alors effectivement, depuis le 1er avril, il y a une modification du régime juridique qui va s'appliquer au démarchage téléphonique en assurance. Alors quelques mots pour vous dire d'où vient ce texte et comment c'est apparu. Donc en fait le texte de loi porteur de cette réforme, c'est dans la loi sur la réforme du courtage, donc c'est la loi du 8 avril 2021. Et c'est à l'occasion des débats parlementaires sur la réforme du courtage qu'a été introduit par le gouvernement un amendement qui vise à mieux réglementer, à être plus sévère, soyons clairs, sur le démarchage téléphonique en assurance. Le contexte, on peut en dire un petit peu quelques mots. La réforme du courtage visait quand même à donner des règles de bonne conduite un peu plus strictes aux courtiers. Parmi les difficultés de marché rencontrées, il y a eu notamment la distribution assez sauvage de certains produits d'assurance, dont la santé, dont les complémentaires santé. Et donc, et ces complémentaires santé ont souvent été distribués via des plateformes de démarchage de manière assez sauvage et bien souvent dans un respect très limité des textes, malheureusement. Et donc, il y a eu cette forte réaction du gouvernement avec les associations de consommateurs derrière pour encadrer davantage le démarchage téléphonique en assurance. Alors, un point qui me semble important d'être dit, effectivement, c'est de la nouvelle réglementation, c'est du plus, c'est beaucoup plus contraignant, effectivement, mais je pense que c'était absolument nécessaire parce qu'on était vraiment sous la menace d'une interdiction pure et simple du démarchage téléphonique en assurance, comme ça a pu se passer pour d'autres secteurs économiques, je pense par exemple aux photopanneaux voltaïques. Donc, il faut avoir ça en tête. Et ce petit message pour vous dire, il va falloir être conforme, sinon la menace d'une interdiction pure et simple renaîtra. Alors, qui est concerné, est aujourd'hui? Concerné tout distributeur d'assurance, donc le distributeur d'assurance, vous le savez, c'est celui qui propose, aide à conclure des contrats d'assurance. Donc, quelle que soit la catégorie, courtier, agent, intermédiaire à titre accessoire, distribution directe, tout le monde est concerné et en cela, c'est plutôt une bonne chose puisque ça ne crée pas de gap de concurrence entre les acteurs. Alors, comment? On parle vraiment du démarchage par téléphone. Alors, à une époque où la téléphonie était simple, on va dire qu'il n'y avait pas de problème. Là, on peut se poser la question si d'autres modes de communication à distance seraient concernés, notamment la visioconférence. Dans une lecture stricte de la loi, non, ça n'est pas le cas. Alors, il y aura peut-être un jour une réglementation sur d'autres modes de communication avec les clients à distance, mais aujourd'hui, on parle bien de l'appel téléphonique au sens classique du terme. Alors, vers qui? C'est la notion de souscripteur éventuel qu'il faut retenir. Donc, on est bien sur un acte de prospection téléphonique. Je reviendrai sur les exceptions un petit peu après. Alors, quel produit? Et en disant quel produit est concerné, finalement, on adresse peu ou prou la cible clientèle, mais pas tout à fait. Donc, ça concerne les contrats d'assurance hors de l'activité commerciale ou professionnelle du souscripteur, donc qu'il soit personne physique ou personne morale. C'est plutôt un soulagement pour les agents. C'est plutôt un soulagement pour les agents puisque très clairement, les contrats du professionnel ne seront pas concernés. En revanche, si j'ai un cas en tête, c'est notamment sur les travailleurs non salariés, les professions libérales que vous pouvez équiper, par exemple en prévoyance,
la question va se poser de savoir si le contrat est souscrit dans le cadre de l'activité commerciale ou professionnelle. La réponse est clairement plutôt non. Alors, bon, on verra si on aura plus de précision un jour sur ces notions-là, mais la réponse va être non. Hein. Le réflexe, ça doit être de se dire, est-ce que mon contrat vise l'activité commerciale ou professionnelle du souscripteur? Si c'est oui, je suis en dehors du cadre de la nouvelle réglementation. Si c'est non, et quelle que soit la qualité finalement du souscripteur, hein, on parle de, c'est bien l'objet du contrat qui va compter. Alors, à ce moment-là, je serai dans la réforme. Alors, les exceptions. Dans le texte, là, ça vaut la peine de le lire, je pense, c'est lorsque le distributeur est lié au souscripteur. Alors, le mot lié est important. On a évité le terme de partie au contrat, parce que sinon, les parties au contrat, vous-même, agent généraux d'assurance, n'êtes pas partie au contrat d'assurance. C'est l'assureur et le client. Donc, il fallait utiliser un terme suffisamment large pour que notamment les distributeurs, les intermédiaires directs soient également concernés. Donc, c'est pour ça que ce terme lié au souscripteur a été adopté. Ensuite, on va parler de contrat en cours. Alors, quel est le contrat en cours? Le contrat en cours pour l'argent, la réponse est simple. C'est celui que vous avez dans votre portefeuille de clientèle. Là où ça pose problème, mais ça vous concerne indirectement quand même, avec la problématique des lits de compagnie, c'est la notion de contrat en cours dans un groupe d'assurance. On pourrait avoir de multiples entités dans un groupe d'assurance. Une des entités a un contrat en cours. Est-ce que l'ensemble du groupe peut en profiter? La réponse, elle n'est pas définitive. Il y a des travaux de place et des discussions avec les autorités de contrôle sur le sujet, mais la réponse, c'est plutôt non. J'ai souscrit, alors je vais citer une marque, tant pis, j'ai souscrit chez MMA, j'ai pas souscrit chez Cover. Donc la réponse est plutôt non à ce stade. Il n'est pas exclu qu'on ait des précisions, notamment dans le cadre d'un avis ou une recommandation de l'autorité de contrôle sur le sujet ou d'autres institutions. Donc, pour l'agent, retenez ceci, le contrat en cours, c'est celui que vous gérez dans le cadre de l'agence. On me pose la question, du coup, on veut un peu un exemple concret. La Oui. multirisque pro Oui. est hors du dispositif. Elle est hors du dispositif. Hein. Son objet, c'est bien la couverture d'une activité professionnelle. Donc, elle est hors du dispositif. Tout à fait. Donc, pour aider les agents à comprendre, on a fait un petit schéma que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre site et que Jérôme va vous détailler maintenant. Voilà. Alors évidemment, ce schéma, il a l'avantage de la simplicité, mais évidemment, il ne dit pas tout. Donc déjà, on va commencer par tout ce qui est exclu. Donc, je vous l'ai dit, alors, les professionnels qui vous contactent, enfin, que vous contacteriez, pardon, pour leur vendre un contrat pro. Hein, professionnel avec cette notion de contrat pro. Ça veut dire que si c'est un professionnel, mais que vous allez l'adresser avec un contrat du particulier, là, il y a une zone grise et la question peut se poser. Typiquement, vous assurez l'entreprise, donc l'entreprise personne morale et souscriptrice, vous adressez en prospection le dirigeant pour sa voiture personnelle, donc le souscripteur serait le dirigeant personne physique, pour entrer dans le cadre de la loi et du nouveau cadre. Donc, on peut quand même, par simplification, se dire que lorsque vous appelez un professionnel pour les besoins de son exercice, très simplement, que ce soit un appel sortant ou même un appel entrant, il n'y aura pas d'obligation d'enregistrement. Alors, je le dis maintenant parce que c'est l'une des deux principales nouveautés de cette loi, c'est de devoir enregistrer les appels vers des prospects purs lorsque ce sont des particuliers consommateurs pour leur vendre donc un contrat relatif à ces risques-là. Donc, pas d'enregistrement, on va dire, pour les pros, pour simplifier, que ce soit entrant ou sortant. Pour les particuliers, consommateurs, et ce qui renvoie à la notion de contrat dont l'objet n'est pas la couverture des risques pro, eh bien, pour les appels entrants, c'est très simple, hein, c'est le client qui prend l'initiative de l'appel, il n'y a pas lieu d'enregistrer. Pour les appels sortants, donc, évidemment, c'est là le cœur de ce qui nous intéresse. Première chose, et qui là, je pense, sera vraiment de nature à rassurer la plupart d'entre vous, le texte de loi est conçu, on parle de démarchage téléphonique, mais à vrai dire, c'est incomplet. C'est le démarchage téléphonique assorti d'une vente à distance, puisque sinon, vous le verrez dans le détail du texte, la disposition serait incohérente. Donc,
c'est l'objet du démarchage, c'est non seulement alerter que vous avez un produit, le client a un produit à lui vendre, mais c'est aussi rentrer dans un processus de souscription à distance. Et donc, pour la prise, l'appel sortant vers un prospect pour de la prise de rendez-vous en agence ou à domicile et de la souscription en agence ou à domicile, ça ne rentre pas dans le cadre de la loi et il n'y a pas de nécessité d'enregistrement. Ça, il me semble que c'est très important pour vous parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec un certain nombre d'entre vous sur la réforme et la pratique majoritaire, en tout cas, il m'a semblé, c'est plutôt de la prise de rendez-vous en agence, voire du déplacement au domicile pour certains réseaux notamment. Ensuite, c'est bien la notion de client qui va servir aussi d'exception à la faculté, à l'obligation d'enregistrer. Lorsque vous avez un assuré qui a déjà un contrat en cours chez vous, vous pourrez prospecter, enfin multi-équiper, cette notion-là, et l'appeler pour lui proposer des produits d'assurance sans avoir à enregistrer. Alors là aussi, on revient un petit peu sur cette distinction frontière qui peut être un peu floue entre le client professionnel, mais qui a aussi des besoins pour sa vie privée. Notamment, si votre client professionnel exerce à titre individuel en tant que personne morale. Alors là, il y a effectivement une petite zone un peu grise. Est-ce que je peux, mon client a souscrit à titre individuel un contrat pro, est-ce que je peux lui adresser une offre concernant sa vie privée sans avoir à enregistrer l'acte de prospection téléphonique? La réponse serait plutôt non. Très clairement, non, si on veut être rigoureux avec la lecture du texte. La réponse serait plutôt non. Très clairement, j'insiste. Alors, enfin, il n'y aura pas d'enregistrement lorsque le prospect a sollicité l'appel. Alors ça, on y reviendra dans le détail. Là, je passe rapidement parce que cette notion de sollicitation, elle est vraiment importante. Le législateur et demain les autorités de contrôle vont regarder très précisément cette notion de sollicitation. Pourquoi? Parce qu'il est assez facile, par un certain nombre de mécaniques, notamment sur les sites internet, de donner l'impression que le client a vraiment sollicité. Et c'est notamment l'utilisation de documents pré-rédigés ou ce genre de choses. Donc ça, le législateur, vous le verrez, a voulu arrêter ces pratiques-là et faire en sorte que la sollicitation soit claire. Le texte nous dit qu'elle doit être claire, libre et sans équivoque, dans une démarche express. Vous voyez, on met, les mots sont lourds de sens, on met vraiment une grosse intensité sur le fait que la sollicitation soit réelle de la part du client. La sollicitation doit avoir moins de 30 jours. Là aussi, pour en avoir discuté avec vous, je me suis aperçu que cette problématique des 30 jours n'en est pas une, vu que notamment les leads se périment extrêmement vite et que de toute façon, 30 jours après, le lead n'existe plus. Alors, il y a une autre difficulté opérationnelle, alors qu'on a essayé de combattre chez AGA, mais on n'a pas obtenu de gain de cause, c'est non seulement le client a sollicité l'appel, mais le professionnel doit être identifié et communiquer son numéro d'ORIAS au préalable à l'appel. Donc, il y a eu sollicitation du client, notamment via un site internet, une vraie sollicitation. Je fais un devis, je veux bien être appelé. Donc, on est dans le cadre de l'exception à l'enregistrement. Mais la loi dit, attention, il faut que l'intermédiaire, l'agent, donc ici, soit identifié et avec son numéro d'ORIAS. Et ça, c'est une difficulté opérationnelle assez importante. Alors, il pourra exister peut-être des moyens de contournement, mais c'est vraiment opérationnellement pas facile puisque, en général, les devis qui sont faits génèrent des leads, que ce soit dans vos compagnies, via des comparateurs ou d'autres formes de sites. Il y a bien une sollicitation à l'assurance, ça ne fait pas doute de la part du prospect. Par contre, ce lien avec l'intermédiaire qui va traiter est généralement pas fait. Et là, il faudra inventer, sauf à dire, bon, dans ce cas-là, on enregistre, qui est une solution envisageable. Dans ce cas-là, il faudra essayer de trouver des mesures de contournement pour bien identifier l'agent et avec son numéro d'ORIAS. Enfin,
Lorsqu'il n'y a pas eu de sollicitation, donc là on est vraiment dans le cas d'une prospection pure, eh bien, il faudra enregistrer. Alors là aussi, on pourrait discuter de l'usage d'email ou de SMS préalable qui permettrait d'avoir un vrai consentement à l'appel. Ça reste dangereux. Moi, je suis assez prudent sur le sujet. Néanmoins, ça semble possible, mais avec beaucoup de prudence. Et encore une fois, il ne me semble vraiment pas une bonne idée de jouer sur ces sujets-là, parce que enfin, voilà, la menace d'interdiction pure et simple, elle sera pas là. Alors, on a pas mal de questions par rapport à ce schéma, notamment est-ce qu'on peut enchaîner un contrat perso, donc particulier, après avoir présenté un projet professionnel? Non, enfin, votre acte de prospection, il est fait dans le cadre, votre intention première est de vendre un contrat pro. Dans la mesure, donc ça c'est le premier objet, donc là il n'y a pas de problème, on est hors enregistrement. Si en seconde intention vous voulez faire une prospection à titre perso, la difficulté c'est qu'à aucun moment vous n'allez, alors vous allez me dire la conversation se poursuit, mais à aucun moment vous n'allez rentrer strictement dans le cadre des exceptions prévues. Alors, on parle bien sûr du principe que la personne n'a pas de contrat chez vous, hein, à titre perso. Vous êtes en train, finalement, de ce qui est maintenant interdit dans la loi, de recueillir, en quelque sorte, concomitamment à votre acte de démarchage, le consentement. Et donc, c'est franchement une lecture qui ne respecte pas l'esprit et la lettre de la loi. Donc, alors, c'est toute la problématique des rebonds commerciaux, quelque part, que vous évoquez. Ça fait beaucoup discuter, beaucoup écrire. Il faut le prendre vraiment avec, je pense, avec prudence. Alors, je sais que certains osent des interprétations un peu osées. Moi, je suis assez prudent. En tout cas, c'est pas l'idée du texte. Alors après, dans la vraie vie, que ça se passe, peut-être. Mais en tout cas, je vous mets en garde contre, on va dire, vraiment un process que vous auriez développé, une sorte de trame de vente qui serait comme celle-là, parce que si elle était constatée à grande échelle, je pense qu'elle pourrait être sanctionnée. Alors, on a pas mal de questions pour un peu voilà, synthétiser ce que tu as dit. Cela voudrait dire donc qu'un agent peut contacter un prospect pour un rendez-vous physique en agence, Oui, un prospect sans enregistrer. particulier. Oui. Voilà. Après, on me dit de la même manière, un lead donne donc la possibilité d'appeler sans enregistrer. Alors, attention. Le lead, il faut voir comment il est généré. Est-ce que le lead, il a bien été généré par une sollicitation claire d'assurance? J'entends par là, très facilement, il y a sollicitation à l'assurance si le prospect remplit un devis en ligne. Il remplit un devis pour un besoin d'assurance, il a sollicité une assurance. Dans ce cas-là, effectivement, sous réserve d'avoir identifié l'agent qui rappelle avec son numéro d'ORIAS, on peut dire qu'il y a une vraie sollicitation. En revanche, si ce qui a généré le lead, ça n'est pas une sollicitation claire à l'assurance, typiquement, vous avez acheté un bien ou un service, dans un formulaire, à un moment donné, vous avez permis, enfin, le prospect a permis que ces données soient utilisées pour lui proposer des offres complémentaires. Est-ce que ça, c'est vraiment une sollicitation sur un besoin d'assurance? Non. Donc, la problématique, il faut avoir une lecture des leads et voir comment ils sont conçus. Soit le lead vient directement en réponse à une sollicitation d'assurance, et dans ce cas-là, numéro d'ORIAS plus identité, pas besoin d'enregistrer. Si le lead n'est pas suffisamment clair sur le besoin d'assurance, il n'y a pas de sollicitation du prospect, et dans ce cas-là, il y aura le besoin d'enregistrer. C'était clair? Oui, oui. On nous demande, là c'est plutôt des clients d'agents qui sont démarchés par des courtiers parfois
un peu frauduleux. Quels sont les recours pour ces clients en fait? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors, il y a plusieurs façons de voir les choses. Déjà, les relais, si vous voulez, institutionnels, on va dire, de dénonciation des pratiques, ce serait la CPR, mais plus vraisemblablement la DGCCRF, qui elle a les moyens d'une présence territoriale, qui a les moyens de contrôle, qui a plus d'agents. Donc ça peut être un signalement déjà institutionnel. Je pense que la DGCCRF serait assez efficace pour faire stopper. Ensuite, il y a le respect de toute la réglementation Blocktel également. Et les DGCCRF sont intervenus pour sanctionner, hein, notamment beaucoup de courtiers, majoritairement des courtiers, qui ne la respectaient pas. Voilà, alors est-ce que c'est d'une efficacité parfaite? Bien sûr que non. Est-ce qu'on peut s'attendre à un coup d'arrêt brutal et un courtier qui reçoit une mise en demeure de faire cesser? Non, ça ne sera pas immédiat. Ça sera opérationnellement sans doute insatisfaisant, il faut être très clair. Pour autant, voilà, ce sont les premiers signalements que peut faire la personne. Alors, on y viendra un peu plus tard, mais aussi c'est toute l'utilisation de la législation qui permet de refuser toute forme de sollicitation, etc. Et on nous pose la question, comment vont être faits les contrôles, justement, les vérifications? Alors, si vous voulez, on va y venir. On en parlera tout à l'heure dans le détail? On peut pas, on y reviendra. On peut en parler, ça doit être la slide. Encore. Voilà. Alors, les sanctions, ce qui est prévu. Donc, le non-respect de l'ensemble de ces dispositions. Il y aura une double compétence, encore une fois, de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution et des DGCCRF, avec un périmètre qui n'est pas tout à fait le même. La CPR aura un périmètre beaucoup plus large de contrôle des pratiques commerciales et pourra donc infliger tout l'éventail de sanctions que vous connaissez, pécuniaires, blâmes, etc. Après contrôle. La DGCCRF, elle, va se focaliser sur les amendes administratives, celles que vous voyez inscrites à l'écran, les amendes de 5e classe, 1 500 € et 3 000 € en récidive. Mais, à mon sens, hein, en tout cas dans une lecture stricte du texte, la DGCCRF va être sur le contrôle de l'enregistrement, la conservation, la traçabilité, etc. Alors que la CPR aura un périmètre beaucoup plus large pour contrôler l'ensemble du dispositif. Et sachez aussi que la DGCCRF, mais ça je l'ai déjà dit, en fait, a beaucoup contrôlé aussi le respect de la Lex Blocktel. Il y a aujourd'hui une bonne quinzaine, je pense, de courtiers, un mutualiste aussi, qui ont été sanctionnés. Voilà, donc voilà comment vont s'opérer les sanctions. Et en parallèle, il y aura une grande vigilance de l'ensemble des associations de consommateurs. Alors évidemment, ce qui leur remonte, ce sont les cas les plus douloureux, hein. C'est effectivement la personne fragile à qui on survend des contrats d'assurance et des choses comme ça. Donc elles sont extrêmement vigilantes, elles continueront à alimenter les institutions et les autorités sur ces sujets-là. Mais je pense qu'on verra vraiment des sanctions apparaître. Et à mon avis, à deux titres différents. C'est-à-dire que la CPR et la DGCCRF vont se partager en quelque sorte les champs du contrôle. On va dire pour ce qui est précisément topé dans la loi avec des amendes très claires, c'est la DGCCRF. Et la CPR regardera d'un œil plus, comment dire, peut-être plus général, plus hautain, si vraiment il y a toute une chaîne de distribution qui, au travers de ces dispositions, est à sanctionner. Encore une fois, à titre d'exemple, si vous regardez sur ce qu'on connaît des sanctions sur la vente à distance, la DGCCRF a pris Blocktel et la CPR a regardé les carences d'information, les carences de conseils, les carences de consentement clair de l'assuré au contrat. Donc voilà, deux champs qui vont se coordonner et se compléter. On me pose la question, si tu peux expliquer qui est la DGCCRF. Alors, c'est la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Voilà, avec des pouvoirs d'investigation et des pouvoirs de sanction qui y sont attachés. On a pas mal de questions par rapport à ce contrôle. Est-ce qu'il va être fait de manière aléatoire? Comment il va être fait? C'est aujourd'hui un peu trop tôt
pour pouvoir le dire. Ça vient de sortir, Alors, donc je pense que c'est un peu tôt, mais je sais pas alors si tu veux ajouter des choses. aujourd'hui, le contrôle se fait sur dénonciation. Très clairement, ça se fait sur dénonciation de pratiques manifestement. Alors, avant l'entrée en vigueur de ce nouveau dispositif, je parlais notamment de Blocktel, des problématiques d'information, de conseils non respectés par un certain nombre d'organismes. Et donc, ça s'est fait sur dénonciation. Alors, il faut bien imaginer que lorsque certains acteurs passent par des plateformes, parfois depuis l'étranger, elles vont avoir sur un temps très court une force de frappe considérable. C'est du phoning, ça va très vite. On se souvient peut-être tous que la CPR avait sanctionné un courtier parce que la CPR avait constaté une vente d'un produit santé en 4 minutes, je crois. C'est dire à quel point aucun des fondamentaux de la distribution, information précontractuelle, conseil, voire consentement de la personne au contrat quand même, n'avait pas été respecté. Donc aujourd'hui, ça s'est passé sur des dénonciations, des pratiques. Ça sera, je pense, la même chose. Pour autant, aujourd'hui, les contrôles en agence, à la louche, parce qu'on n'est pas au courant de tout, mais c'est, je pense, une quinzaine, une vingtaine par an, au grand maximum. Je ne doute pas que la question vous serait posée dans le cadre d'un contrôle, qu'on regarderait la façon dont vous prospectez, et qu'en cas de carence, je crois modérément à la sanction de l'agent, sauf vraiment une pratique manifestement non conforme, mais ça sera étudié par la CPR, nécessairement. On vous posera la question, on regardera comment se déroule votre process, et éventuellement, si à un moment donné, vous auriez dû enregistrer et vous ne l'avez pas fait, à minima, vous devrez soit alors arrêter la pratique, soit vous mettre en conformité. En tout cas, montrer patte blanche à l'autorité, ça c'est une quasi-certitude. J'aime bien parce qu'on a quand même un agent qui voit ça un peu du bon côté et qui dit que bon, rares sont les souscriptions 100% au téléphone et que du coup, il est peu probable que les agents soient quand même concernés parce que voilà, ça va être sur des produits, on va dire, plus simples, Gave, santé individuelle, enfin voilà. Non, mais clairement, on peut le dire, les agents ne sont pas dans le viseur. Aujourd'hui, moi, j'ai quand même j'ai participé à la fois aux travaux du comité consultatif du secteur financier sur le sujet. On a fait du lobbying autour de cette loi. Donc, j'ai fait le tour d'un certain nombre de vos pratiques. Il n'y a pas chez les agents, généralement, il peut toujours y avoir des exceptions, mais il n'y a pas ce démarchage massif de bâtonnage. Voilà, ce ne sont pas vos pratiques. On a encore beaucoup la pratique de faire venir en agence. Mais alors, en même temps, ce que je constate, c'est le développement des leads et vos compagnies qui sont de plus en plus, qui poussent de plus en plus les leads. Et donc, là, il faut se poser la question. On voit que les parts de marché prises par les leads ne cessent d'augmenter. Ce sont des constats qui sont faits par les plus grosses compagnies du marché et qui voient un développement très fort demain. Donc, si vous voulez, moi, aujourd'hui, ça n'est pas votre pratique. Demain, j'en suis moins sûr. Et ça peut aller très vite en termes de business model. Donc, voilà, moi, le conseil est très clair, c'est soyez conforme et si c'est nécessaire, alors enregistrer. Alors quand je dis enregistrer, à vrai dire, à mon sens, c'est un sujet compagnie-syndicat. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on développe beaucoup la téléphonie par l'informatique, on développe, il y a des solutions qui pourraient être tout à fait pilotées au niveau du syndicat et de la compagnie. Et là, je parle vraiment en bonne intelligence, pour vous simplifier la vie, pour lisser les coûts, pour faire en sorte que tout un réseau soit conforme avec des pratiques standardisées. Et même si elles sont aujourd'hui minoritaires, je pense qu'elles ont vocation à croître dans le futur, ça me semble être la meilleure voie à prendre. On parlait tout à l'heure enfin là, on va parler d'ailleurs de sollicitation. C'est vrai que j'ai un agent qui me dit c'est quand même extrêmement surprenant parce que la DDA cadre déjà beaucoup de choses en demandant devoir de conseils, de savoir comment le client est équipé, ce dont il a besoin. Mais tu l'as dit et il faut le rappeler que c'est pour lutter contre les plateformes, on va dire, de démarchage agressif.
Donc voilà, c'est vraiment pas vous les agents qui êtes visés, mais on préfère en tous les cas vous sensibiliser et faire de la prévention là-dessus. C'est notre devoir aussi. Oui, alors très clairement, hein, l'ADDA a répondu à un certain nombre de champs. Elle n'a pas adressé directement le démarchage téléphonique, donc c'est vrai que c'est une législation qui vient s'ajouter. Mais si vous voulez, ce qu'on a malheureusement constaté, c'est que dans ces cas de démarchage agressif, avec des téléconseillers qui sont payés au bâtonnage et donc il faut qu'ils aillent vite, en fait, à cette occasion, ils ne vont pas respecter l'ensemble des prescriptions de la DDA. Donc, voilà, on est dans des cercles de distribution qui sont très clairement non respectueux du client. C'est vraiment pas le prisme des agents, mais ça existe. Et donc, à la DDA, les pouvoirs publics ont jugé qu'il fallait ajouter cette problématique du démarchage téléphonique. Alors, je te laisse continuer un petit oui, peu, on repassera, on a pas mal de fil, questions. peut-être des choses importantes que je voulais vous dire. Là, on était sur la sollicitation, le prospect, comment ça se fait. Alors, enfin, voilà. Alors je vous l'ai dit, hein, si on reprend la slide, ouais. Donc pour qu'il y ait, donc le client a vraiment sollicité. Hein, donc moi, retenez le devis. Voilà, le devis fait en ligne ou la mention très claire qui indique que j'ai un besoin d'assurance à distance. Effectivement, donc je reviens sur, et opérationnellement c'est compliqué, identifier le distributeur avant l'appel et lui communiquer son numéro d'ORIAS. Les 30 jours, on en a parlé. Il faut une démarche express du prospect, et ça veut dire que en termes de contrôle, il faudra toujours se ménager la traçabilité et la preuve. Quand je vous disais en cas de contrôle, ce qu'on va vous demander, ce sont vos process, etc. C'est voilà, tant de dossiers ont été souscrits après une prospection à distance. Bon, montrez-moi comment le client, pourquoi vous n'avez pas enregistré. Démontrez-moi que le client a bien sollicité. Démontrez-moi qu'il était au courant qu'il allait l'appeler et que vous étiez dans le cadre des 30 jours. Donc, et tout ça, il faut le prouver. Donc ça, c'est important. J'insiste sur l'aspect traçabilité, preuve. Alors, deux petites choses, je vous l'ai dit, mais le consentement préalable à la prospection téléphonique ne peut pas être recueilli au cours d'un appel téléphonique précédent. Mais ça aussi, on vient viser des pratiques qui ont été décriées, qui consistent à, pour contourner des législations déjà existantes, à dire un premier appel, pour assez très marketing, consumériste, enfin un discours un peu flou. Ah oui, ça vous intéresse d'être appelé pour l'assurance, et derrière, boum, soit la même personne, soit une autre entité appelle, rentre dedans et se dit comme ça, je suis exempt des nouvelles problématiques. La loi a dit non, ça on ne peut pas le faire. Et de la même manière, et là aussi, pour avoir vraiment cette notion de consentement express, retenez comportement actif du prospect dans une demande d'assurance, la loi nous dit qu'on ne peut pas utiliser un document pré-rédigé. Sous-entendu, quelque chose qu'on ne lit jamais, qu'on accepte tous sur Internet lorsqu'on consulte la page qui nous intéresse. On n'a pas lu, dedans il y avait un consentement, soi-disant notre consentement à un certain nombre de choses, et en fait il n'y a jamais eu de réel consentement. Du coup, on veut vraiment une démarche active du prospect. Alors oui, ensuite, regardons ce que prescrit la loi lors du démarchage. Alors, première chose, là, on parle du cas où on est sur un prospect, donc pur consommateur pour les besoins de sa vie privée. Alors, ça peut paraître bizarre, mais ça démontre à quel point il y a une certaine pression législative sur le sujet. Dès l'appel, dès le début de la conversation, bon, il va falloir dire à la personne qu'elle est enregistrée. Accessoirement, il a le droit à la copie de l'enregistrement, oui, le souscripteur, parce que sinon, on le verra, les appels devront être détruits. Mais en cas de refus de l'enregistrement, on aurait pu imaginer je refuse d'être enregistré, mais je veux bien continuer la conversation. Eh bien, la loi ne le permet pas. Le refus d'enregistrement doit conduire à la fin de l'appel. Alors, là aussi, ça paraît presque... on a l'impression de tenir la main à un enfant, mais il faut aussi obtenir au cours de cette conversation
de la personne qu'elle consente à ce que la conversation se poursuive. C'est dans la loi. Hein. Alors là, effectivement, j'ai un peu l'impression de bêtifier parfois lorsque je dis ça, mais voilà. Donc je vous appelle, vous allez être enregistré, êtes-vous d'accord? Oui, non, au revoir. Maintenant, je vais vous parler d'assurance, vous êtes d'accord pour qu'on en parle? Oui, non, non, au revoir. Et avec en plus cette épée Damoclès, c'est qu'en cas de refus, exprimé à tout moment, donc fin de l'appel, et avec l'interdiction de recontacter derrière. Donc ça paraît, encore une fois, c'est un luxe de détails qui, à mon sens, ne devrait pas se retrouver dans la loi, mais qui y sont. Et pourquoi ils y sont? Eh bien, parce qu'on sait très bien que, encore une fois, quand on adresse des personnes fragiles, certaines populations, par le bagou hein, du téléconseiller, il y en a très bon, eh bien, ils vont réussir à contourner les personnes qui vont dire non de manière un peu trop fluette, pas assez de confiance en eux, etc. Et donc, on va, peu ou prou, leur faire faire ce qu'ils ne veulent in fine pas faire. Donc voilà pourquoi la loi s'est allée sur ce luxe de détails qui peut surprendre. Alors évidemment, mais ça, vous avez raison d'évoquer DDA, je ne sais pas qui l'a fait, mais éviter le cumul de contrats d'assurance. Oui, donc la loi nous dit, il va falloir vérifier que ce que vous allez vendre après prospection eh bien, ne se cumule pas avec un autre contrat. Mais c'est quoi le devoir de conseil si ce n'est déjà vérifier les assurances du client et compléter, lui proposer autre chose, d'autres solutions. Donc on voit bien là aussi qu'on vient chasser des pratiques qui doivent être combattues. Alors, en termes d'information précontractuelle, là, on revient à la réglementation générale, mais la réglementation générale de la vente à distance, hein, puisque je vous l'ai dit, c'est prospection plus vente à distance. Donc, eh bien, on va reprendre les classiques. Dans l'information précontractuelle, vous avez votre devoir de présentation de l'intermédiaire. Dans le cadre de la souscription des contrats non-vie, vous allez devoir remettre l'IPID, le document clé d'information, le contrat vie, et faire toutes les informations spécifiques à la vente à distance, évidemment. Donc c'est L112-2-1 avec un certain nombre de mentions obligatoires, dont par exemple, en IRD, la possibilité de se rétracter après 14 jours. Mais tout ça, alors là, je ne le développe pas ici, on n'en a pas le temps, mais c'est déjà le cadre préexistant de la vente à distance qui existe forcément. Elle va s'appliquer. Alors, je veux bien que s'il te plaît Aurélie, tu passes à la slide suivante. Donc, on est toujours dans les prescriptions légales de je prospecte et je vends à distance. Et là aussi, on voit bien l'importance. Il y a eu un focus donc sur l'appel, le consentement à l'appel, l'enregistrement pour contrôler. Et là, on adresse le volet consentement du prospect. Parce qu'encore une fois, les pratiques, c'est obtenir des consentements qui n'en sont pas vraiment chez certains. Alors, il y a un respect de 24 heures entre donc, vous avez eu votre appel, vous allez devoir envoyer toute la documentation précontractuelle, etc. Et donc, alors, soit entre l'appel et concomitamment l'envoi des pièces précontractuelles et le nouveau contact téléphonique, donc qui va permettre la souscription, il faut respecter un délai de 24 heures. Là aussi, c'est pour permettre à la personne de réfléchir à quoi elle s'engage. Et là, il y a une grosse innovation. Grosse innovation. Alors, ça ne va pas vous choquer parce qu'en conformité, vous le faites déjà. Mais le juriste que je suis, ça le titille un peu. C'est que cette loi prévoit la signature obligatoire du prospect dans le cadre de cette souscription, prospection plus vente à distance. Pourquoi je dis le juriste que je suis, ça me titille? Parce que le contrat d'assurance est en principe consensualiste et ne nécessite pas de formalisme. Et là, la loi nous impose un formalisme qui n'existait pas avant. Alors, ça, c'est le juriste qui parle, mais en conformité, vous l'avez tous vu, et c'est plutôt une bonne chose. La signature électronique, notamment, se développe partout. La signature devient un incontournable des directions conformité. Et très honnêtement, c'est bien, parce que ça vous protège aussi. Hein, voilà, une signature électronique, c'est extrêmement fiable. Alors, il y a des degrés de niveau de signature électronique sur lequel je ne vais pas m'étendre, mais c'est extrêmement fiable, c'est carré, et finalement, ça vous protège tout autant que l'assuré. Et encore une fois, ce sont le genre de discussions qu'il faut avoir avec vos syndicats et mandantes pour avoir des systèmes intégrés, intelligents et bien foutus, idéalement.
Et si on parle des leads qui sont fournis justement par la compagnie, Oui. comment ça se passe dans ce cadre-là? Alors, c'est exactement le même cadre qui va s'appliquer. La loi ne se pose pas la question de la provenance du lead. Par contre, c'est toute la problématique de comment le lead a été récupéré. Si c'est le lead, je fais un devis sur le site général de la compagnie pour un besoin d'assurance. Il y a bien une sollicitation, reste la problématique d'identifier l'agent et son numéro d'ORIAS qui va rappeler, mais il y a bien une sollicitation. Et donc ça, je pense qu'il faut juste inventer la petite mécanique qui permet de, lorsque le prospect fait le devis, qu'il reçoive l'information. Alors, je ne sais pas comment, hein, L'agent mais X voilà, va vous l'agent X va vous contacter. contacter. Et dans ce cas-là, on est en dehors du cadre. Maintenant, j'imagine que beaucoup de vos compagnies travaillent avec Google, travaillent avec un certain nombre de prestataires de données à très grande échelle. Moi, je ne suis incapable aujourd'hui de vous dire, lead par lead, celui qui tombera dans Concerné, pas l'exception concerné. et celui qui sera dans le cadre de l'enregistrement et de ce nouveau dispositif. Donc là, il y a vraiment une discussion à avoir et un tri entre les leads à faire. Alors, peut-être dernier point, toujours sur le consentement. Donc, on a respecté un délai, on a mis la signature obligatoire et on envoie un récapitulatif à la personne après la signature du contrat, qui lui rappelle son engagement, les dates de conclusion et de prise d'effet, et notamment le droit de renonciation et les modalités de réclamation. Donc ça, c'est important. Donc, je vous rappelle, c'est 14 jours en IRD et 30 jours en vie. Le contrôle, on en a On en a parlé. parlé, oui. Alors, quelques précisions dans le décret. Oui, parce que notamment sur la durée de conservation, c'est vrai que j'ai pas mal de questions. Ouais. C'est où c'est stocké, combien de temps c'est conservé, donc voilà. Alors, le principe, donc, lorsque la prospection a abouti à la signature du contrat. Donc, c'est la conservation pendant 2 ans à compter de la signature du contrat. Et évidemment, puisqu'on est là, on va tomber dans le cadre d'une autre réglementation, c'est la protection des données personnelles. Et la voix est une donnée personnelle particulièrement sensible. Eh bien, à l'échéance des 2 ans, il va falloir détruire l'enregistrement. Donc, je vous l'ai dit, l'assuré a le droit à la copie de l'enregistrement. Pour en avoir discuté avec certains avocats, ils pensent que ça, c'est une bombe judiciaire. Hein, très clairement, enregistrer, c'est extrêmement dangereux lorsque c'est produit devant un juge. Enfin, c'est extrêmement dangereux si on a mal fait son boulot, j'ai envie de dire, hein, sinon tout va bien. Mais si on ne l'a pas bien fait, c'est extrêmement dangereux en termes de quoi. Donc, en cas de refus d'enregistrement ou de fin de la conversation, et donc il n'y a pas de souscription, là aussi l'enregistrement devra être détruit après l'appel, du coup. Alors, après l'appel ou après un mois en cas de non-réponse à une proposition commerciale. S'il y a eu l'échange, vous avez envoyé une proposition commerciale qui ne revient donc pas, eh bien là, dans le mois, vous devrez effacer. Par contre, s'il n'y a pas eu de proposition commerciale, c'est à la fin de l'appel, on peut considérer qu'il y a une obligation de détruire l'enregistrement. Alors, concernant la technique, parce que là aussi, la loi va nous donner une idée, un principe, mais ne va pas nous dire comment le faire. Donc, effectivement, il faut s'assurer de l'intégralité, de la sécurité, du caractère exploitable des enregistrements, même après la renonciation ou la résiliation du contrat. Ça revient ensuite à la technique informatique. Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc, là aussi, à mon sens, dans un monde idéal, on discute avec les services informatiques de vos mandantes. À défaut, pour l'intégrer à la JET, peut-être. Ouais. Pour avoir des niveaux de sécurité, pour être sûr que les enregistrements sont bien exploitables, etc., etc. Après, ça revient sinon à regarder avec les prestataires que vous pourriez avoir et qui sont fiables, sérieux, et qui proposent des solutions. Les prestataires, du coup, de téléphonie pour le coup. Prestataires de téléphonie, effectivement. Alors, j'ai jamais réussi à avoir un coût réel rapporté à un exercice individuel, mais pour en avoir discuté avec d'autres professions, dont les CGP,
voilà, il me semblait que 2 000 à 3 000 euros par an, c'était de l'ordre du possible pour une agence de taille moyenne. Mais vraiment avec beaucoup de précautions, je vous dis ça avec beaucoup de précautions. J'ai pas eu une investigation très forte sur le sujet. Bon, après, la loi vient d'être mise en place et du coup, comme on a pas mal de questions par rapport à ça, je pense que la fédération va regarder de son côté pour essayer de voir ce qu'il est possible de faire avec quel partenaire. Enfin voilà, Parce que bien entendu, ça va se concerner votre courtage aussi. Mm. Et donc là, il n'y aura pas le ressort des outils compagnie au besoin. Ok, je regarde parce qu'en même temps, on m'envoie des questions. Hop. Non, c'est bon Blocktel. Oui, je continue. Alors oui, Ouais, vas-y. voilà, donc Bon, j'y reviendrai après. là, on a fait la nouvelle réglementation et son cadre contraignant, plus contraignant, c'est déjà en vigueur. Hein. Mais on avait aussi le respect du dispositif Blocktel. Donc, vous le savez, c'est cette liste qui permet à des personnes physiques qui s'y sont inscrites de ne pas être appelées pour du démarchage. Encore une fois, on adresse le consommateur, le particulier. Les personnes morales et risques professionnels ne sont pas concernés. Alors, il y a aussi des exceptions au fait de ne pas pouvoir appeler à la suite d'une inscription sur Blocktel. C'est la gestion d'un contrat en cours et c'est proposer à l'assuré une offre complémentaire relative à un contrat en cours. Donc ça, ce sont les deux seules exceptions prévues. Et encore une fois, je vous l'ai dit déjà à plusieurs reprises, mais ça a été vraiment sanctionné. Et là, on est sur les DGCCRF qui sanctionnent. C'est plusieurs milliers d'euros en fonction du volume, de la taille de l'entreprise, etc. Voilà, aujourd'hui, il y a au moins, je pense, un assureur ou deux et une bonne quinzaine de courtiers qui ont été sanctionnés pour non-respect de cette liste. Et c'est assez facile. Hein, je veux dire, là, la preuve, elle est facile. Vous avez une personne qui est inscrite sur Blocktel, elle est appelée, tout ça est traçable, vous n'avez pas respecté, donc possible sanction. Je sais que dans certaines compagnies, dans les applicatifs, dans les back-office, ça intègre la liste Blocktel. Mais c'est l'exception et pas la règle. Ça serait bien peut-être de sensibiliser les compagnies sur ces sujets. Et tout à l'heure, tu parlais de courtage. C'est vrai que l'agent qui fait du courtage peut très bien avoir équipé son client avec le produit de la compagnie. Et quand il bascule en courtage, est-ce que du coup c'est un nouveau client? Enfin, comment ça se passe dans ce cadre-là? Ils pensent à tous les agents. Non, mais je la voyais bien venir la question. Alors déjà, je vais adresser la problématique du courtage seul. Moi, je me suis posé la question de savoir, voilà, je suis courtier, je travaille avec X porteurs de risque, j'ai équipé un de mes clients avec un contrat souscrit auprès de ce porteur de risque. Est-ce que je peux lui proposer les produits des autres compagnies? Donc la réponse est oui. Hein, il y a bien un contrat dans le cadre du portefeuille de courtage, donc il y a un lien entre l'intermédiaire et le client, et donc je vais pouvoir lui proposer des produits sans enregistrer. Donc ça a été une grande victoire des courtiers plus que nous, mais ça vous intéresse aussi. Donc c'est bien cette faculté-là. Il est client chez moi, je peux donc le prospecter. Alors après, est-ce qu'on peut étendre en se disant finalement mes portefeuilles de courtage et d'agents, à condition qu'ils soient faits par la même entité, hein, soit une exploitation globale en SARL, soit une exploitation globale à titre individuel, avec les doubles casquettes. Moi, j'aurais pu... Honnêtement, alors, je suis encore interrogatif sur la question. Soit on considère que, et ça c'est plutôt sous un angle réglementation de la distribution de l'assurance, que le client, finalement, on l'adresse toujours avec une casquette et une autre, et dans ce cas-là, on aurait tendance à dire, non, si j'adresse une prospection avec ma casquette de courtier, mais qu'il est client au titre de l'agent général, je vais devoir enregistrer. Ça serait à mon sens plutôt la lecture très légaliste.
Et puis, on aurait plutôt une lecture plus concrète et business qui consisterait à dire, mais in fine, il est bien client de cette agence-là. C'est pas tranché. Alors, je me mouille pas, je suis un peu hésitant pour tout vous dire. Dans l'esprit de la loi, j'aurais tendance à dire plutôt non. À chacun sa casquette et donc, du coup, à chacun ses obligations. On essaiera de revenir là-dessus vers vous. Je suis conscient du besoin d'éclaircissement, mais là, c'est un peu tôt. Comment on peut savoir qu'un prospect est bien inscrit sur Blocktel? On a un moyen Alors aujourd'hui? oui, alors c'est de la consultation. Alors c'est pas sur cette, je ne crois pas l'avoir remis sur ce, non, je l'ai pas remis sur cette, comment dire, sur cette slide-là, mais en fait, ce sont des abonnements à Blocktel avec des coûts. Ah, je les ai plus en tête. Faut Mais que l'agence s'inscrive à Blocktel pour récupérer, pour le faire. D'accord. C'est un coût. Hein. Consulter le fichier Blocktel a un coût, mais c'est la condition du démarchage téléphonique aujourd'hui. D'accord. Et alors les volumes. En fait, il y a une tarification au volume, vous la retrouverez assez facilement en ligne hein, sur le site de Blocktel, s'il fonctionne et si le service refonctionne. Il a eu des ratés en début d'année. Mais voilà, il y a eu des coûts qui ont été un petit peu amoindris parce que les professionnels se plaignaient que c'était trop cher. Donc, il y a eu une révision en février l'an passé ou l'année d'avant qui a un petit peu baissé le coût. Et en fait, c'est par tranche de volume d'appels sur l'année, il me semble. Et au-delà d'un certain nombre, donc le coût, par contre, est lourd, vous appelez autant que vous voulez. D'où l'intérêt aussi que ça passe par les compagnies. Oui. Un petit rappel sur les emails, les SMS, les opt-in, oui, opt-out. Alors, il faut faire le lien peut-être avec ce que je vous disais en disant on peut peut-être imaginer des contournements pour ne pas avoir à enregistrer même un prospect qui n'aurait pas sollicité l'appel. Parce que il y a ce système de est-ce que je pourrais recueillir alors un vrai consentement. Hein. Attention, il va falloir rédiger de manière très claire, très précise. Voulez-vous être appelé pour tel besoin d'assurance? Oui, non. La difficulté de ces contournements, c'est qu'elles-mêmes vont faire appel à des modes de communication à distance, SMS, email, messages vocaux, et qu'on va tomber sur les problématiques de est-ce que j'ai le droit de leur envoyer un SMS, un email ou un message vocal. Je vois Aurélie qui connaît très bien le sujet, mais si tu veux en parler, vas-y. Voilà, qui forcément vont aussi interagir. Donc, c'est toute la problématique de l'opt-in et de l'opt-out. Donc, selon les clients, mais je t'en prie, n'hésite pas à me couper. Vas-y. Donc, voilà, le client avec un contrat en cours, quand il est personne physique, donc on va pouvoir le solliciter, sauf s'il a dit « je refuse d'être sollicité ». Et quand il a dit « je refuse », terminé, on ne peut plus rien faire. C'est d'accord. Après, on va avoir le prospect personne physique, donc pas de contrat en cours. Donc, lui, on va pouvoir lui adresser notamment des SMS ou des emails s'il a dit oui au préalable. Alors, du coup, c'est à quel moment il dit oui dans le process. C'est pas si évident. Et donc, pour les clients, prospects ou personnes morales, mais là, on sort du champ de la loi, de la nouvelle réglementation sur la prospection. C'est oui, sauf le refus express. Donc, sachant que dans tous les cas, après une sollicitation, on peut toujours dire non et ne plus être appelé, et qu'on doit tout le temps rappeler le droit d'opposition. Donc voilà, c'est les contournements, c'est pour ça que, enfin, on peut les imaginer, mais il va falloir être très rigoureux, j'ai envie de dire, vis-à-vis du client, qui comprenne bien ce qui se passe, que ce soit clair, que quand son oui soit un vrai oui, etc. Pas de formule alambiquée. Et on flirte, hein, très clairement, on flirte. Et moi, ma réflexion a mûri, et y compris depuis que j'ai fait ce premier schéma. Enfin, pourquoi pas enregistrer, à la limite. Voilà. Alors, un point important que j'ai pas dit sur l'enregistrement, c'est que ça nécessitera aussi la formation de vos équipes. Quand est-ce que j'enregistre? Quand est-ce que je n'enregistre pas? Parce que la problématique, à la limite, on pourrait être sur un j'enregistre tout, à condition d'avoir une mention d'information très claire dès qu'on appelle. Quand on appelle certaines structures, mais c'est moins les pratiques des agents évidemment, des grosses structures, on tombe tous sur des disques qui nous expliquent votre appel est susceptible d'être enregistré. Alors là, si c'est un prospect, c'est va être enregistré. Si c'est pas un prospect, c'est susceptible.
et étape 2 si vous voulez pas. connaître l'ensemble de vos droits RGPD. Mm. Donc, ce sont des mécanismes assez lourds, mais en tout cas nécessaires. Nécessaires à partir du moment où on va avoir une possibilité. Alors, soit un enregistrement obligatoire, soit une possibilité d'être enregistré. Donc, il faut les bonnes mentions. Il faut former ses personnels aussi en leur disant, bon, bah là, tu vas faire de la prospection pure et dure, tu appuies sur le bouton enregistrer. Là, tu vas pas en faire, donc surtout n'enregistre pas, ou alors il faudrait qu'on prévienne, etc. Ce sont ces délicates questions de données personnelles qui interagissent aussi. Alors, avant de passer aux solutions, on nous demande, tu as parlé prospects, mais tu n'as pas parlé des affiliés sur les contrats collectifs. C'est vrai, sont-ils clients du coup ou sont-ils prospects? Alors, je vais me permettre de relire mon texte 2 petites secondes. Vas-y, vas-y. Alors, celui qui est lié au souscripteur, c'est, celui qui est lié au distributeur, c'est le souscripteur. Or, le souscripteur, c'est typiquement la personne morale et les salariés sont les affiliés, peut-être dans l'exemple que vous citez. Et sachant que la notion d'adhérent éventuel qui est dans le texte vise le code de la vise les mutualistes. Donc, l'affilié à un contrat groupe, lui est un prospect. Lui sera un prospect concerné. La question s'est posée aussi sur le problématique des parrainages. Ça n'est pas parce que on a parrainé quelqu'un, déjà on n'est pas sûr du tout qu'il ait consenti à être parrainé. Donc le parrainage ne sera pas admis comme exception à l'enregistrement. Alors là, c'est un petit peu différent dans l'exemple que vous citez, mais alors encore une fois, hein, il y aura peut-être des précisions et peut-être qu'elles infirmeront ce que je vous dis, mais j'en serais surpris, très surpris, parce que j'ai une lecture certes un peu stricte de la loi, mais je pense que c'est nécessaire. Lorsque typiquement le contrat groupe de l'entreprise est donc souscrit soit par la personne morale, soit par le dirigeant lui-même, on affilie les salariés. À aucun moment ils n'ont consenti à quoi que ce soit pour être démarchés. On viendrait jouer sur la loi et la pratique, à mon sens, devrait être sanctionnée, je pense. Ok, merci Jérôme. Alors, sur la durée de conservation, on y a passé. On va passer maintenant à quelques solutions, puisque j'ai quelques questions par rapport à ça. Alors, déjà, nous, pour tout ce qui est prestataire de lead, on recommande aujourd'hui 2 partenaires. Donc, le premier, c'est Bolide, et le deuxième, je vais vous le présenter après, c'est Contact Média. Qui font de l'appel en effet sortant vers du particulier ou du professionnel, mais on incite quand même davantage à le faire sur du professionnel ou de l'entreprise. Et ce qu'ils sollicitent, c'est un rendez-vous. On l'a dit tout à l'heure, ça ne sera pas de la vente directe par téléphone. Donc, eux vont solliciter un rendez-vous en agence ou chez le client, puisque le professionnel, vous pouvez aller le voir chez lui, dans son entreprise ou dans sa structure. Donc voilà, nous, c'est vraiment ce qu'on recommande. Donc, Bolide le fait sur le particulier et le professionnel, en réalisant derrière un fichier conformité Blocktel, donc ce qui va totalement dans le sens de ce qu'a présenté tout à l'heure Jérôme, et avec une validation du rendez-vous où le client a bien validé qu'il souhaitait vous recevoir ou venir vous voir. Donc ça, c'est sur la partie Bolide. On a la même chose avec Contact Média. Donc eux sont davantage positionnés sur le professionnel et l'entreprise. Vous avez des packages de 20 rendez-vous honorés et il ne faut pas hésiter là aussi sur votre zone de chalandise à faire appel à eux. Les 2 partenaires sont des experts de ce domaine-là sur la partie assurance. Certains travaillent avec quelques compagnies,
mais ils font vraiment du sur-mesure, c'est-à-dire que c'est de la prise de rendez-vous en votre nom, ils se présentent en votre nom et ils déroulent un script qu'ils ont défini avec vous. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de respecter à la fois la réglementation, mais à la fois vos valeurs d'agent de proximité. Autre partenaire qui nous accompagne, c'est ActuSite. Là, c'est purement pour pour créer des sites web, blogs et autres, qui vont inclure des formulaires de prise de contact. Donc, comme l'a dit Jérôme, qui intègre les mentions RGPD, les mentions de contact, pour vous donner l'autorisation de les recontacter suite à sollicitation. Donc voilà, là aussi, il ne faut pas hésiter. Et puis derrière, la possibilité de leur envoyer des communications, opt-in, des newsletters et autres pour bien évidemment essayer de leur vendre des contrats. Voilà sur cette partie-là. On a également un partenaire sur de l'envoi de SMS. Là, c'est J2S. Donc là aussi, vous avez des packages qui sont intégrés pour faire de la gestion de clients, mais pas que. Vous pouvez aussi faire du SMS marketing, mais dans le respect, là aussi, des fichiers Blocktel, enfin de tout ce qui va bien de votre côté. Donc voilà pour les quelques partenaires. On en a un tout nouveau qui va arriver dans les prochains jours et vous verrez dans nos différentes communications qui s'appelle Partout. Et eux, c'est pour être visible sur Google Analytics, puisque Google Analytics Google My Business, excusez-moi, permet à vos clients de vous laisser bien évidemment des petits avis et des notes, mais de prendre contact aussi avec vous et de vous solliciter. Et donc, ils ont une interface qui vous permet de générer l'ensemble de ces leviers, d'être visible et de répondre à ces clients et de les recontacter. Voilà. On va prendre du coup quelques questions qui restent encore, parce qu'il nous reste plus très longtemps, mais on a même dépassé. Donc voilà, on a pas mal de questions auxquelles on a déjà répondu sur la durée de conservation entre guillemets des enregistrements, et tu l'as dit, voilà, tout est clairement bien défini. Je pense qu'on a répondu à peu près à tout. En effet, sur l'histoire du courtage, il y a quand même un petit, pas dire flou, mais il faut être un peu vigilant. Et donc, j'ai l'agent qui m'a posé la question qui me dit c'est peut-être un argument pour vous, les agents, pour aller voir votre mandante et leur dire, voyez, ne nous faites pas faire de courtage, prenez nos risques et nous ne serons pas embêtés et vous non plus. C'est un bon argument, en effet, mais voilà, donc autant profiter de ça. Alors, à vrai dire, si on est dans la chaîne d'un vrai courtage accessoire, on n'a pas de problème, oui, puisqu'il y a déjà eu un contact. Mais oui. Donc voilà, donc, je pense qu'on a à peu près répondu à tout. En tous les cas, si vous avez encore des questions complémentaires, n'hésitez pas à nous solliciter, à solliciter Jérôme. Je vous enverrai dans l'après-midi ou la soirée le replay de ce webinaire pour ceux qui n'auraient peut-être pas tout entendu et le support, bien évidemment, qu'on vous a présenté aujourd'hui. C'est une nouvelle réglementation qu'on va encore approfondir parce que nécessairement, il y a bien évidemment encore d'autres questions qui vont se poser. En tous les cas, on a essayé d'être relativement synthétique et de vous apporter les premiers éléments de réponse. Et voilà. Je termine juste sur un petit message. On a lancé il y a 10 jours un observatoire économique des agences pour récupérer de la donnée vous concernant. Notre objectif, bien évidemment, c'est de capitaliser sur ces données pour être plus fort face à nos mandantes quand ils nous amènent parfois des arguments que l'on aimerait, entre guillemets, contredire. Donc vraiment, je vous invite, vous avez reçu ce matin, normalement, pour ceux qui n'ont pas répondu, un rappel. Répondez à ces quelques questions, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Et derrière, c'est pour nous une force de frappe. C'est de toute façon, c'est pas anonyme parce que bien sûr, ça vous concerne, mais c'est confidentiel. On ne les diffusera pas au cas par cas, bien évidemment. Par contre, dans la masse, ça nous donnera davantage d'arguments pour militer, en tous les cas, en votre faveur et vous défendre au mieux. Voilà. Donc, je compte sur vous. Merci Jérôme pour ce webinaire très riche.
Et Merci à tous. puis, ben, je vous dis à très bientôt. Et puis, je vous souhaite un bon appétit un petit peu, peut-être en avance. À À très très vite. bientôt. Au revoir.